Comment réussir à épargner son argent à la fin du mois? Vous demandez sûrement comment je peux arriver à épargner une partie de mes revenus que je gagne. Je trouve que mes revenus sont minimes. Qu'est-ce que je vais faire pour pouvoir mettre de côté une partie de ce que je gagne en dépit de toutes les dépenses, de toutes les responsabilités que j'ai? Dans cette vidéo, je vais vous présenter 4 stratégies que vous pouvez mettre en place pour pouvoir vous aider à augmenter votre épargne. On va les décortiquer ensemble. Avant tout, je tenais à attirer votre attention sur un fait. Si vous mettez de côté une partie de l'argent pour pouvoir, par exemple, à la fin, vous acheter un téléphone, je vais vous dire que ça, ce n'est pas une épargne. En tout cas, non, ça, c'est une dépense. Si vous mettez de l'argent de côté pour pouvoir vous acheter une voiture, ça, ce n'est pas une épargne. Ça, c'est une dépense. Si vous mettez de l'argent de côté pour pouvoir réajuster votre maison, vous voyez qu'il y a quelques retouches à faire, vous trouvez que vous devez encore améliorer la peinture, ça, sachez-le, ça, ce n'est pas une bonne épargne. Ça, c'est toujours pour une dépense qui est plus faite. Alors, quelle est la bonne épargne? La bonne épargne, elle est faite quand on a pour objectif de pouvoir investir son argent. Ça, c'est la bonne épargne. Et dans cette vidéo, on va voir ensemble les 4 stratégies qu'il faut mettre en place pour pouvoir réajuster votre épargne. La première stratégie consiste à lister toutes les dépenses. Beaucoup de gens travaillent, touchent de l'argent et commencent à dépenser sans pour autant faire une analyse de la sortie de l'argent qu'ils gagnent. Donc, si je pouvais vous demander les mois passés, comment vous avez pu gérer votre argent, dites-le-moi. Essayez juste d'y penser, vous allez vous rendre compte que vous ne vous souvenez pas des grandes choses de ce que vous avez épargné. Si vous analysez la gestion que vous avez pu faire de votre argent les mois passés, vous allez vous rendre compte que vous n'avez pas une grande idée de toutes les dépenses que vous avez pu faire. Pour vous donner une idée claire, je vais vous raconter une histoire que j'ai vécue personnellement. J'ai connu un proche, et il venait du village. Vous savez, au village, le style de vie, c'est un peu différent du style de vie de la ville. Au village, tout ne s'achète pas. Vous avez de la nourriture qui vient du champ directement et vous allez consommer ça. Et si vous achetez quelque chose, c'est sûrement des choses qui viennent de la ville, donc des produits qui sont conservés, et peut-être même des habits ou même des trucs que vous pouvez mettre dans votre maison pour embellir la maison. Tout, c'est un peu ça l'idée de tout ce que l'on peut dépenser. Alors, la dame là, elle est venue en ville. Elle m'a dit, comme toi tu es de la ville, qui est proche de moi, aimerais-tu me faire un tour en ville, dans les marchés centraux pour pouvoir acheter quelque chose? J'ai dit ok, volontiers. On a fait un tour avec elle et j'étais tellement surpris parce que quand on a commencé à marcher à pied, vous voyez en ville, c'est un peu différent. Nous sommes en Afrique. Un peu partout là où vous passez, il y a des gens qui sont un peu au coin en train de vendre quelque chose. Vous allez avancer un peu, il y a des bonbons, vous avancez un peu. Il y a des montres qu'on est en train de vendre, vous avancez un peu, vous allez trouver un peu de tout. Et en plus de cela, de surcroît, vous allez trouver aussi des gens qui sont en train de vendre des choses. On les appelle les commerçants ambulants. Vous les voyez en train de passer, en train de vendre quelque chose. Et la dame là, chaque fois qu'elle passait, elle voyait des choses à côté, à gauche, à droite, elle voyait les commerçants ambulants. C'était comme si toutes les personnes là lui disaient, hey, nous sommes là, il faut venir acheter chez nous. Donc elle se sentait interpellée. Et j'ai vu la première fois elle a acheté, c'était des fruits. J'ai dit ok, c'est pas mal quand même de penser à acheter les fruits. Un peu plus tard, je l'ai vu arrêter quelqu'un, c'était pour demander les prix des draps. J'étais étonné, j'ai dit ah, mais est-ce que c'est pour ça que tu m'as dit que l'on vient ici? Bon, je l'ai dit intérieurement, mais c'est passé comme ça. Quand je l'ai vu arrêter la 3e personne, alors là, j'étais curieux, je ne pouvais pas me retenir. Après, quand on a commencé à faire route, en continuant, je lui ai dit, mais tu sais, je me rends compte que tu fais un peu plus de dépenses aujourd'hui. Elle m'a dit, ah, tu sais, Daniel, moi je ne peux pas arriver à vivre en ville. Mais je lui ai demandé, curieux, pourquoi? Elle m'a dit, tu sais, quand je suis au village, non seulement les gens ne sont pas aussi propres qu'ici, mais aussi il n'y a pas des achats un peu partout, donc il n'y a pas de points de vente. Mais quand je suis ici, je suis beaucoup plus tenté et c'est la raison pour laquelle moi je pense que ça serait toujours mieux pour moi de vivre au village. Bien sûr, vous allez me dire avec moi que ça c'est le blocage mental qu'il se donne. Mais ça c'est l'une des caractéristiques que moi j'ai rencontré auprès des gens qui vivent en ville. Il y a des gens qui touchent leur paix ou même tout ce qu'ils peuvent gagner comme revenant de leur petit business. Ils ne savent pas comment
Ils dépensent là. Quand ils ont un peu d'argent, ils se permettent alors d'acheter quelque chose, d'être un peu plus gentil. Vous savez, l'argent rend les gens plus gentils. Donc, ils se permettent de faire un peu des achats sans pour autant dépenser. Et quand ils n'ont pas d'argent, eh bien, ils ne savent pas quoi faire. D'ailleurs, j'ai un ami proche, je ne vais pas citer son nom, mais lui, quand il touche son argent, il me dit, ah Daniel, en tout cas, l'argent que j'ai trouvé la semaine passée, là, je ne sais pas où est-ce qu'il est parti. Et moi, je l'ai regardé, je lui dis, mais comment tu ne sais pas là où il est parti? Il m'a dit, non. À l'entendre dire, on pourrait croire que non, tu vois, il a mis l'argent quelque part dans une poche ou porte-monnaie, je ne sais pas trop quoi. Et puis il s'est réveillé. Il ne sait plus où est parti son argent. Ce n'est pas le cas. Il a de l'argent, il se permet de les dépenser sans pour autant compter. Et il commence à être un peu plus économe quand l'argent s'étend à s'épuiser. Donc à vous aussi de pouvoir voir si vous avez aussi la liste de dépenses. En tout cas, j'ai une évidence que vous aussi qui me suivez, sûrement vous n'avez pas de liste de dépenses. Vous n'arrivez pas à lister tout ce que vous allez dépenser. Si c'est le cas, notez-le-moi juste en commentaire, je vais voir, pour évaluer et cocher cette case de liste de dépenses. La deuxième stratégie pour pouvoir épargner tous les mois consiste à se décider soi-même de dépenser moins. Mais oui, il faut se décider de dépenser moins, parce que si vous vous dites ok, je vais être économe, ça ne suffit pas. Comme nous sommes en train de nous référer au livre La chèvre de ma mère de Ricardo Kanyama, permettez-moi de vous donner l'exemple qui m'a touché profondément, que j'ai trouvé dans les livres. C'est Ricardo Kanyama, une fois qu'il s'est marié. Il s'est marié, il avait comme capital $3 500. Alors, il aurait pu aller louer une maison. Mais il s'est dit non, je ne vais pas faire ça. Je vais habiter, moi et ma femme, dans la boutique. Son petit commerce, son petit business qu'il entretenait à ce moment-là. Il vivait dans la boutique, lui et sa femme. Alors, cela lui permettait de réduire les dépenses possibles. Donc, les loyers, il aurait pu avoir les loyers, donc, outre le fait de payer les loyers de sa boutique, aussi les loyers de sa maison. En tout cas, il a réduit cela. Les transports pour quitter chez lui, pour aller aussi à son petit business, il a éliminé cela. Il ne pouvait pas aussi payer les courants. Et en plus, pour tout combler, parce que lui-même l'a dit, avec son capital, s'il allait se décider de meubler sa maison, ça ne serait pas peut-être suffisant. Et tout le capital serait parti dedans. Alors lui, il a décidé de n'avoir pas de meubles. Imaginez-vous, un couple de jeunes mariés, je dis bien, qui vivent dans une boutique avec leurs articles qu'ils vendent, et ils dorment sur un lit à même les sols. En tout cas, à même les sols. Et s'ils ont des visiteurs, vous savez bien, ils ne sauront pas les accueillir parce qu'ils n'ont pas, même où mettre les meubles, je vais dire même les habits. Lui, il dit, il n'avait que des habits. Imaginez-vous avoir des habits seulement. Je pense que c'est pas facile, mais c'était aussi sa décision qu'il avait prise pour pouvoir dépenser moins et avoir beaucoup plus de marge qu'il va mettre de côté dans sa caisse épargne. La troisième stratégie pour pouvoir épargner votre argent, avoir toujours quelque chose que vous allez mettre de côté à la fin du mois, c'est, eh bien écoutez-moi, je pense que ça ne pourra pas être bien à entendre, mais en tout cas ça vaut la peine, c'est de pouvoir se retirer des personnes qui vous poussent à dépenser. Mais oui, peut-être que certains de vos camarades à la fin de la semaine, ils vous disent ah c'est le week-end. Mais oui, c'est le week-end. Et quand on dit c'est le week-end, vous allez partir quelque part, vous allez éclater $30, vous allez éclater $50, juste parce que c'est le week-end. Et les amis pareils, en tout cas, le mieux c'est de pouvoir vous éloigner d'eux. Peut-être que quelqu'un va vous dire ok, on va faire du shopping, telle marque de produits, telle marque de souliers, telle marque de vêtements, telle marque de montres est sortie. Et il va vous pousser à aller les consommer, l'acheter. Si vous voyez que dans votre cercle d'amis, vous avez des amis qui, le centre de votre intérêt, de votre relation, se situe seulement aux dépenses. C'est des amis que vous rencontrez seulement les week-ends dans une boîte en train de consommer. C'est des amis qui vous sortez juste ensemble pour aller filmer et s'acheter aussi des habits ou des trucs là, des shopping qui vous bouffent votre argent. Si vous avez des amis pareils, le mieux c'est de pouvoir vous éloigner de, parce que vous savez que votre avenir financier en dépend. En tout cas, pas facile, mais oui, ça vaut la peine. Et pour le cas de Ricardo Kanyama, pour lui, c'était une humiliation. Parce que vous savez bien, quand on se décide de s'éloigner de certaines personnes, on est la risée des gens. En tout cas, oui, parce qu'ils se disent, ah, si
vous décidez de vous éloigner de certaines personnes, aussitôt que vous êtes marié, ils vont dire ah, c'est à cause de sa femme. On va endosser votre caractère, on va dire que non, cela est dû à sa femme, c'est la femme qui est le problème. Si c'est votre femme, on va dire non, c'est son mari, donc elle a changé, c'est compliqué. Donc vous allez comprendre avec moi que même si vous allez faire la risée des gens, en tout cas, sachez, ayez toujours dans votre bord que c'est votre avenir financier qui est en jeu et vous savez ce que vous êtes en train de faire tandis que les autres ignorent les pourquoi de votre décision. La quatrième stratégie, en tout cas la dernière, c'est de décider d'épargner minimum, je dis bien minimum, 10% de tout ce que vous gagnez. Si vous gagnez $100, ça c'est un exemple, mettez de côté pas moins, peut-être plus, oui c'est mieux, mais pas moins de $10. Et pour les cas de Ricardo Kanyama, mais même beaucoup de gens que je connais, dont j'ai déjà au moins eu la chance d'écouter parler, lire leurs livres, ils vous disent qu'ils épargnent plus de 50% de tout ce qu'ils gagnent. Et ils se permettent de dépenser 20%, 15%, parfois même 10% de tout ce qu'ils gagnent. Et pour vous illustrer cela, on va voir la liste des dépenses de M. Ricardo Kanyama une fois qu'il est devenu millionnaire. Vous allez vous rendre compte que plus de 50%, non, c'est pas 50%, plus de 70%, c'est toujours dans le cadre d'épargne, réinvestissement et dépensement. On va jeter un coup d'œil à la liste des dépenses de Ricardo Kanyama. Ah oui, ce n'est pas mauvais quand même. Alors lui, il vous dit la répartition de ses dépenses, 10% dans la dîme, offrande et assistance aux pauvres et aux démunis, c'est 5%. Augmentation du capital des projets existants, 20%. C'est quand même colossal. Création d'un capital pour les nouveaux projets. Là alors, écoutez bien, 50% qu'il met de côté pour des nouveaux projets, 50% de tout ce qu'il gagne. Pour les comptes famille, donc les biens immobiliers, les voyages, les conforts, les formations, la nourriture, tout, c'est 10%. Et enfin pour les imprévus, parce que les imprévus, on ne les prévoit pas, c'est 5%. Peut-être que c'est quelque chose de la cuisine qui tombe en panne, peut-être, je ne sais pas trop quoi, mais comme imprévu, il met de côté quelque chose. Dites-moi, comment vous trouvez la répartition de Ricardo Kanyama? Est-ce qu'il répartit bien ses fonds ou quoi? Notez-le-moi en commentaire, et là aussi ça me fera encore une fois plaisir. À la fin, je vais vous donner un bonus. C'est une citation que j'ai dédiée à toutes les personnes qui procrastinent, se disent ah non, les gens qui épargnent, ce sont les gens qui ont de l'argent. Je ne pourrais pas épargner cette année, si je vais le faire l'année prochaine parce que ce mois-ci c'est compliqué pour moi. Laissez-moi juste vous présenter cette citation qui va vous tiquer. Cette citation se trouve à la page 117 du livre La chèvre de ma mère. Écoutez, là très bien. Voici une grande illusion que certains entretiennent. Ayant beaucoup de charges à assumer, je ne peux pas économiser. Si j'avais de confortables revenus, j'économiserais volontiers. Rien n'est plus faux. Si vous ne pouvez pas économiser maintenant avec peu, il vous sera plus difficile de le faire demain, même en gagnant bien votre vie. Ceci me fait penser à la citation de la Bible qui dit « À celui qui a, on donnera, et à celui qui n'a rien, on ôtera même les peu qu'il devra avoir. » Ciao.